Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Encore un drame sur la route à Douala. 3 personnes ont trouvé la mort et près d'une vingtaine autres blessés dans un tragique accident de la circulation survenu dans le 4e arrondissement hier mercredi. L'irréparable s'est produit à la suite d'une violente collision entre un camion semi-remorque et un minibus. Et des voix s'élèvent pour dénoncer les disparités entre le système judiciaire francophone et anglophone au Cameroun au Grand Dialogue National. Lors des travaux ce mercredi, les membres de la commission judiciaire ont appelé à une harmonisation. Les échanges se sont poursuivis en l'absence de certaines figures de l'opposition. Elles se sont retirées après avoir dénoncé plusieurs manquements. On fait le point en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, nous mettons le cap sur Yaoundé, où se poursuivent les travaux des différentes commissions du Grand Dialogue National en vue de trouver des solutions à la crise socio-politique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et pour avoir donc les dernières informations, nous prenons donc le bilan notamment de cette 3e journée avec nos envoyés spéciaux sur place au Palais des Congrès de Yaoundé, Cédric Noufélé et Raphaël Dipanda. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler que des familles encore endeuillées à la suite d'un tragique accident de la circulation survenu à Douala. Le drame s'est produit hier à la zone industrielle de Bonabéry. Une collision entre un minibus ainsi qu'un camion semi-remorque a été fatale pour 3 personnes décédées sur le champ. Près d'une vingtaine de blessés enregistrés. D'autres précisions dans ce reportage de Claude de Robert Moukoubé et de Kediara. Circulation paralysée ce mercredi matin à la zone industrielle de Bonabéry. La population, choquée, observe les carcasses de ces véhicules en cause dans un accident meurtrier qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi à cet endroit. Sur le site, des pieds de chaussures abandonnés, un chapeau de type traditionnel. Les propriétaires s'en sont-ils tirés? Difficile de répondre à cette question, mais l'état des véhicules témoigne à suffisance sur la violence de cet autre accident de la route. C'est aux environs de minuit que l'événement s'est produit. Selon les témoins de la scène, il s'agit d'une collision violente entre cette semi-remorque et ce bus appartenant à l'agence de voyage Beko Express qui dessert la région de l'Ouest. Et alors que la polémique grimpe sur le nombre de morts au sein de l'opinion, ce monsieur, témoin de la scène, affirme. Il y avait 2 morts. On était là la nuit. Il y a une fille qui est morte. Le chauffeur de camion ici, il est mort sur place. Et il y a eu beaucoup de blessés. On a porté ces sapeurs-pompiers même qui est venu nettoyer. Ces blessés, évalués à 16 au total, ont été conduits à l'hôpital de district de Bonasama pour soins. Parmi eux, un conducteur de moto, malchanceux, qui passait par là. S'il s'en est tiré avec une jambe cassée, on ne peut en dire autant de son engin à 2 roues, toujours condamné sous la semi-remorque. C'est à l'hôpital de district de Bonasama que l'un des blessés va perdre la vie, faisant passer à 3 le nombre de morts. Il s'agit là d'un autre accident qui vient faire grimper le nombre de morts qu'enregistrent chaque semaine les routes du Cameroun. Les causes, bien connues de tous, tournent à chaque fois autour de la qualité de la conduite, très souvent offensive, de l'état d'ébriété des chauffeurs, mais aussi de l'état des routes et des véhicules en cause. Et nous repartons du côté de Yaoundé pour retrouver nos envoyés spéciaux, Raphaël Dipanda et Cédric Noufélé, qui font le bilan de cette 3e journée des travaux en commission du dialogue national. Bonsoir à vous, Nadine, nous sommes en direct du Palais des Congrès de Yaoundé, où s'achève une autre journée après des travaux en commission depuis le matin. Il y a eu des discussions vives dans certaines commissions. Les participants se sont pratiquement affrontés
à coup d'arguments pour proposer des solutions pertinentes en vue de résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour en savoir davantage, l'une des commissions les plus importantes, à savoir la commission du bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, nous allons recevoir l'un des premiers vice-présidents, le ministre Pierre Moukoko Mbonja, qui va pouvoir discuter avec nous et faire le point sur les travaux en commission. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Nous sommes en la deuxième journée des travaux en commission, troisième jour du grand dialogue national. Est-ce qu'on peut faire le point sur les discussions qui ont cours au sein de votre commission? Oui, vous savez, notre commission avec comme thématique le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale. Nous savons tous que notre constitution prévoit que l'anglais et le français sont les deux langues officielles et que les deux langues officielles ont le même statut. Il se trouve que dans la pratique, malgré la volonté politique claire du chef de l'État, cela n'est pas toujours le fait. Donc il a fallu que nous examinions avec tous les commissaires d'abord la cause ou les causes des frustrations que nos compatriotes disons, du nord-ouest et du sud-ouest éprouvent et de voir dans quelle mesure des propositions concrètes peuvent être présentées au président de du dialogue national et bien sûr par la suite au chef de l'État. Donc les discussions ont été très ouvertes. Elles ont permis de déterminer une palette de causes qui partent de la sous-utilisation de la langue anglaise dans les administrations, le fait que de manière aussi simple, un compatriote de langue anglaise qui se présente dans un ministère, quelquefois a du mal, ne serait-ce qu'à s'orienter. Le service d'accueil, généralement, c'est les francophones. De même, quand il réussit à accéder au bureau du responsable qu'il recherche, là également, il y a une nouvelle barrière. Donc la question de la barrière linguistique est une réalité. Par exemple également, tout ce qui concerne, ce sont des choses élémentaires et symboliques, mais qui ont une forte dose émotionnelle. Celles et ceux qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne connaissent pas le français, l'anglais, qui arrivent par exemple à Yaoundé ou à Douala, constatent que tous les panneaux de signalisation, par exemple, sont en français. Donc il y a là un problème d'orientation élémentaire au sein d'une ville qui est quand même la capitale d'un pays bilingue. Et là également, le constat a été relevé et des propositions ont été faites qui peuvent être apporter des correctifs à très court terme. Il s'agit simplement, par exemple, de changer, de s'assurer que tous les panneaux de signalisation dans une ville, comme Yaoundé ou Douala, soient en français et en anglais. Autre chose, quand on regarde les ministères, nous devons constater, nous-mêmes francophones, que les ministères sont dans leur totalité. C'est d'abord l'inscription en français. Et cette inscription en français a des caractères un peu plus gras que la petite inscription en anglais. Là également, des propositions concrètes ont été faites. Ce sont des choses qui sont simples, qui peuvent paraître anodines, mais qui portent vraiment, qui créent des frustrations qui sont totalement inutiles. Et en un mot, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour résoudre ce problème de la pratique du bilinguisme au Cameroun? Bon, d'abord au niveau des actes administratifs, nous avons regardé ce qui se fait dans un pays, dans l'autre seul pays bilingue français-anglais du monde, le Canada, où les actes législatifs, des lois, les actes réglementaires, les décrets et règlements, sont publiés simultanément en français et en anglais dans le même document. Bon, notre pratique, c'est de les publier en français et en anglais dans des documents séparés, mais quelquefois aussi, peut-être pas de manière simultanée. Ce qui amène effectivement, nous impose la nécessité peut-être de former davantage de traducteurs, d'étoffer davantage les services de traduction de nos différentes administrations publiques, et que cela ne se passe pas uniquement au sein des administrations publiques, que cela se passe également dans les entreprises privées, pas simplement les entreprises publiques,
mais également les entreprises privées pour que véritablement il y ait une appropriation par tous les segments de la vie nationale du bilinguisme, qui est une richesse. Parce que ça, c'est vraiment le grand paradoxe. Le grand paradoxe, c'est que le bilinguisme est une richesse, un plus pour les Camerounais. Les Camerounais vivant à l'étranger s'en réclament et s'en vantent. Et cela nous ouvre beaucoup de portes. Mais au niveau du pays, et notamment en zone francophone, entre guillemets, on ne semble pas toujours prendre la mesure de la frustration que certains de nos compatriotes peuvent éprouver. Merci, Monsieur le ministre Pierre Mokoko-Mbodjo, pour ces explications concernant la commission du bilinguisme, de la diversité culturelle et la cohésion sociale. Vous allez pouvoir poursuivre les travaux en commission puisqu'il y a un rapport général qui doit être produit d'ici ce soir. Nous allons également suivre sur ce plateau spécial notre réaction, notamment celui du président de la commission du bilinguisme, qui est par ailleurs premier vice-président national du SDF, qui va nous poser un regard large sur ces travaux en commission depuis déjà 3 jours. Monsieur l'honorable Joshua aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là depuis 3 jours, au-delà de la commission que vous présidez. Quel est votre regard sur les discussions qui ont cours dans le cadre de ce grand dialogue national? Écoutez, contrairement à ce que beaucoup auraient cru, et moi-même, moi le premier, les gens essayent d'être francs. La discussion va jusqu'au bout. Les sujets sont attaqués vraiment là il le faut. Et il n'y a pas beaucoup de langue de bois, il n'y a surtout pas des craintes ou de la discipline de parti. Donc ce qu'on a souvent eu l'habitude de voir, je pense que ce qui aide à tout cela, c'est le fait que les travaux en commission sont une caméra, donc ne sont pas diffusés en direct, dont les gens ont un peu plus de courage de dire ce qu'ils pensent vraiment. En ce qui concerne ma commission, on a eu des échanges riches. J'ai personnellement beaucoup appris et j'espère maintenant qu'on puisse mettre tout ça dans notre rapport final qui sera transmis demain au Premier ministre pour qu'il aille enrichir le rapport du grand dialogue national qui sera transmis au président de la République. Donc les points qu'on a abordés, c'était vraiment des points profonds, des points très très importants et on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Dans votre commission, on parle du bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale. Comment trouver une adéquation entre ces 3 thématiques très importantes, à la fois pour les régions anglophones et pour le reste du Cameroun? Écoutez, c'était tout le challenge. Donc on a trouvé des points de convergence, on a trouvé des points où on n'arrivait pas à converger, mais on va mettre les deux dans le rapport. Donc on était dans un dialogue, on n'était pas dans un débat où on essayait de convaincre qui que ce soit. Chacun donnait son impression, chacun donnait son point de vue. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'émotion aussi. Et donc on a écouté tout le monde. Et vraiment, je peux dire aujourd'hui qu'à la fin de cette partie de nos travaux, nous sommes plus ou moins satisfaits que les vérités ont été mises sur la table. Maintenant, il faut que ces vérités, une fois dans le rapport, soient transmises. Et puis surtout, la crainte de pratiquement tous les participants, c'est de ne pas voir ces propositions entrer en effet très rapidement. C'est pour ça que nous avons séparé les mesures à prendre urgemment pour pouvoir porter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, et puis d'autres mesures à long terme qui pourront apporter une cohésion sociale beaucoup plus solide au Cameroun. Il y a eu des jeunes présentés comme des ex-combattants des groupes armés qui se sont présentés cet après-midi, ce mercredi, lors du point de presse du porte-parole du Grand Dialogue, qui ont déclaré qu'ils ont déposé les armes à la suite de l'ouverture de ce Grand Dialogue et qui ont tenu à interpeller le chef de l'État, à attirer son attention sur la nécessité de se prononcer sur une amnistie générale afin d'encourager les autres jeunes à sortir des bois et à déposer des armes. Comment appréciez-vous une telle initiative de ces jeunes présentés comme les ex-combattants des groupes armés? Écoutez, je vais vous surprendre qu'en plein travaux, j'ai personnellement eu un appel de combattants qui me disaient
parce que nous sommes ici, ils ont confiance que quelque chose sortira de ces travaux et ils veulent sortir de la forêt, soit ce soir, soit demain. J'ai transmis l'information à qui de droit. Et donc c'est un mouvement tout à fait naturel. Ils se rendent compte qu'il y a un élan national pour une amnistie, pour pouvoir sortir de la forêt sans crainte. Mais ce que nous regrettons encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de couloir de sécurité pour ces jeunes, qu'il n'y a pas par exemple un cessez-le-feu unilatéral pour pouvoir garantir à tous ces jeunes que quand ils sortent, on ne va pas tirer sur eux. Et surtout, il faut qu'il y ait une meilleure visibilité sur ce qui arrive à tous ceux qui déposent des armes. Donc l'amnistie généralisée, c'est un des points. Je pense que si je me rappelle bien, on en a parlé dans nos travaux aussi et on en parlera dans notre rapport. Mais il faut donner des garanties vraiment solides et compréhensibles à ces jeunes. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas parler comme si on parlait à des universitaires. Ces jeunes sans forêt aujourd'hui, ils ont besoin d'un message compréhensible, si possible en pidgin, pour comprendre que nos bras sont grands ouverts, on veut la paix, ils peuvent sortir, ils ne doivent pas craindre pour leur sécurité. Mais aussi pour que tout cela arrive, il faut peut-être un peu plus de mesures que celles qui ont été prises jusqu'à présent pour garantir leur sécurité quand ils sortent. Merci honorable Joshua aussi pour ces précisions. Je vous en prie et très bonne soirée à vous. Nous sommes encore ici au Palais des Congrès de Yaoundé en direct sur Equinox Télévision pour vous permettre de suivre les réactions de ceux qui ont participé à cette autre journée des travaux en commission. Une autre commission importante concernant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la commission qui est chargée de la réintégration de ces jeunes ex-combattants des groupes armés qui attendent beaucoup de ce grand dialogue national, comme l'a laissé entendre tout à l'heure l'honorable Joshua aussi. Et pour en parler, le rapporteur général de la dite commission présidée par le cardinal Christian Toumi, lui il est rapporteur général, Charles Atanganamanda, bonsoir. Bonsoir, rapporteur tout court. Rapporteur. Alors, vous êtes rapporteur de cette commission. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième journée des travaux en commission. Est-ce qu'on peut faire le point? Écoutez, je pense que le premier message qu'il faut apporter à nos compatriotes, c'est que rendu au troisième jour du grand dialogue national, les compatriotes délégués de la nation, convoqués par le président de la République, pour venir plancher ici au Palais des Congrès en Kolniada sur le retour à la vie normale, le retour à la paix sociale, à la cohésion sociétale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, eh bien, nos compatriotes doivent être rassurés de ce que jusqu'à date, à l'heure qu'il est, tout se passe dans un cadre constitutionnel, dans une famille communautaire, entre des Camerounais qui se sont donné la main, qui ont pris langue pour échanger en se regardant dans les yeux. C'est des échanges francs, des échanges incisifs, d'une tonalité tout à fait ouverte. On s'attendait à cela. Parfois le ton monte et tout de suite on retrouve les voix du vrai dialogue, du dialogue en famille. Relativement à la commission à laquelle j'appartiens, à savoir la commission dédiée au retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, à savoir tous nos compatriotes qui sont retrouvés dans des pays voisins et ceux qui ont déferlé dans la plupart des grandes métropoles du pays et même dans des villes moyennes. Eh bien, je voudrais dire qu'avec la grande pondération, la Bista et le karma de Christian Cardinal Toumi, une des grandes figures de la scène socio-spirituelle, de la scène morale nationale, eh bien, tout se passe comme il fallait que cela se passe, c'est-à-dire que dans le respect, dans la convivialité, mais dans la franchise, dans un esprit constructif et positif. J'aime autant vous dire qu'à l'heure qu'il est, comme rapporteur, vous m'avez fait sortir du pool de reporting où je suis avec mes collègues rapporteurs, en train de mettre déjà la dernière main sur l'avant-projet de rapport définitif. Définitivement, cela sera validé demain dans le cadre d'une grande plénière, n'est-ce pas, de commission. Et globalement, je puis apporter quelque chose d'anecdotique. Figurez-vous qu'aujourd'hui, dans la mi-journée, pas moins que le chairman du SDF, pour nous rendre visite,
et s'asseoir à côté de quelques personnalités ressources de notre commission, quelques ministres de la République, en leur demandant est-ce qu'il peut s'asseoir avec eux. Je crois que les Camerounais doivent le savoir et évoluer aussi dans les mentalités. Le président de la République l'indiquait dans son adresse historique à la nation le 10 septembre 2019. Sur un autre aspect, il faudrait que les mentalités évoluent. La démocratie, l'espace public, le champ politique national, eh bien, doivent privilégier la nation, la République. Donc, on peut ne pas avoir les mêmes idées forcément, mais quand il faut parler du Cameroun, défendre le Cameroun, rien ne doit être au-dessus du Cameroun pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est ce qui se passe ici. Il y a aussi, si vous voulez, une concentration. Nous commençons nos travaux par la prière. Et elle n'est pas forcément dite par le cardinal, parce que nous sommes une commission qui a le privilège d'avoir deux évêques qui viennent et du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il y a une union des cœurs, une communion de prière dans le site même de l'événement. Les Camerounais doivent le savoir. Et aussi, cela n'exonère en rien la franchise dans le propos, la véracité des faits, ce qui s'est fait sur le terrain. Et maintenant, comment adresser les problématiques de réinsertion sociale de tous nos compatriotes qui se retrouvent en difficulté dans des pays voisins. Comment adresser la situation de leur prise en main on va dire psychologique, matérielle. Comment surtout les remotiver à revenir le cadre sécuritaire, l'apport du gouvernement de la République dans cette mouvance, n'est-ce pas, de retour à la maison de nos compatriotes réfugiés et de ceux qui sont éparpillés à travers le pays en tant que, si vous voulez, déplacés internes. Donc tout cela, c'est un moment d'histoire, un grand moment de l'histoire de notre pays que nous vivons et c'est un privilège de rendre compte. Et je rends hommage à Equinox Télévision qui nous permet de dire que le curseur pour le 10 septembre par le chef de la nation, le président de la République, est repris de la plus belle des manières par le Premier ministre agissant comme médiateur de la nation, l'agent du peuple camerounais et l'agent du chef de l'État, le président Paul Biya, à l'ouverture justement le 30 septembre 2019 de ce grand dialogue national. Nous pensons que tous les délégués de la nation ont compris la nécessité de veiller sur la maison Cameroun. Notre maison a failli prendre feu. Les Camerounaises et les Camerounais venus ici, près d'un millier, ont décidé de veiller sur le Cameroun. Merci Charles Atangadamanda pour ces explications concernant la commission en charge du retour des déplacés et réfugiés camerounais, déplacés internes et réfugiés camerounais au Nigeria et dans d'autres pays qui ne demandent qu'à retourner chez eux dans les régions anglophones. Une autre réaction également ici, c'est l'un des participants dans la commission Diaspora qui va faire le point sur cette deuxième journée des travaux en commission. Troisième jour du grand dialogue national. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut faire le point avec vous sur les discussions qui ont cours au sein de votre commission? Je suis vraiment très satisfait parce qu'on a eu, on a eu quand même à effectuer d'autres travaux avant toutes les autres commissions parce qu'il y avait un accord vraiment très cordial entre nous. Et on a pu échanger les problèmes, les problématiques de réinsertion. On a même proposé de contribuer de l'argent pour remettre à ces jeunes, pour pouvoir les encourager, surtout pour créer des centres vocationnels, pour les former, afin qu'ils puissent sortir de là et puis trouver un travail pour pouvoir fonder leur famille et de leur famille qu'ils ont laissé derrière. Voilà. Et franchement, je suis très satisfait. Notre président, il a été vraiment fantastique. La contribution du ministre des Affaires étrangères qui était là, y compris donc le ministre secrétaire général à la présidence. Non, on était vraiment comblés. Merci pour ces précisions. Une dernière réaction ici au Palais des Congrès de Yaoundé où nous sommes en direct, plateau spécial consacré aux réactions des participants aux travaux en commission ici au Palais des Congrès. Nous allons recevoir ici un ancien candidat à l'élection présidentielle, leader d'opinion, consulté durant les travaux préparatoires et aussi membre d'une commission. Je vous en prie, Franklin Difo, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre contribution en ce troisième jour du grand dialogue national et deuxième jour des travaux en commission? Oui, il y avait vraiment un environnement très serein lors de notre discussion à table dans notre commission.
tout le monde a été donné l'opportunité de partager les idées, y compris moi. Je t'en partageais mes idées. Je demandais au gouvernement d'essayer de voir si on peut, parce que je faisais partie de la commission de désarmement, si un peu le gouvernement peut essayer de voir dans quel sens on peut réduire la présence militaire dans les zones anglophones, nord-ouest et sud-ouest, pour enfin permettre à nos frères qui ont porté les armes de voir raison pour laquelle ils peuvent vraiment se retirer de la brousse et venir en ville, et puis pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure la paix peut retourner dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quel message pour ces jeunes qui sont encore sur le terrain des affrontements armés avec les forces de défense et de sécurité dans le chaudron de la crise anglophone? Quel message en anglais pouvez-vous leur adresser en ce jour du grand dialogue national? Well, actually, everybody commits error, and people are free to exercise every opinion that is in their mind or coming to them, and people are free to behave the way they want. But we need to be more cautious that our behavior not go a long way to destroy other people, because somebody like me, I'm somebody of peace, which I communicate peace. There are grievances, people have been fighting, gunshots, death, people, a lot of high rate of death recorded, and I look forward to see that it's time we start looking forward to have some ideas put on ground to see how the dialogue can really go a long way to bring peace, so that our brothers and sisters that are out there in the forest, they are not happy. They want things to go on well, and let the dialogue bring, a kind of reconciliation in the heart, and let, some ideas that were quite suspended be satisfied, which were like grievances that came upon these our brothers and sisters in the bush before they picked up their guns. This is why we are dialoguing, and the dialogue has started, and I know it's going to continue. Even if this dialogue that has started now is not the real dialogue, but I believe it's paving the way for real dialogue in the nation of Cameroon to bring peace. Thank you. Merci Franklin Difford pour ces explications. Vous venez de suivre certains participants au Grand Dialogue National en ce 3e jour du Grand Dialogue National, 2e jour des travaux en commission. Certains rapporteurs sont encore présents au Palais des Congrès jusqu'à 7 heures afin de finaliser l'avant-projet des propositions qui vont être soumises demain dans le cadre d'une plénière pour les 8 commissions qui ont été mises en place ici. Les travaux doivent démarrer autour de 11 heures demain jeudi. Également, une scène est en train d'être installée ici au Palais des Congrès pour une soirée de gala qui doit se tenir jeudi soir au Palais des Congrès dans la perspective de ce grand dialogue national. Les participants ont d'ores et déjà quitté le Palais des Congrès. D'autres encore discutent et veillent au grain concernant les propositions qui ont été faites pour qu'elles soient inscrites dans le cadre de ces avant-projets de propositions à soumettre en session plénière demain jeudi. Voilà toutes les précisions que nous pouvons vous apporter concernant le déroulé et la poursuite des travaux en commission dans le cadre du grand dialogue national, dont l'enjeu majeur est le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La scène qui est en train d'être installée pour le gala et le concert prévu jeudi soir au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre du grand dialogue national où la diversité culturelle et artistique du Cameroun doit être célébrée selon le programme officiel. Nous sommes en direct du Palais des Congrès pour vous faire vivre les grands moments du grand dialogue national.
Merci à vous, Cédric Noufélé, envoyé spécial, ainsi qu'à la grande équipe d'Equinox Télévision déployée du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour nous permettre de vivre les temps forts de ce grand dialogue national dont les travaux sont toujours en cours. Autre actualité au cœur de ce journal, les eaux menacent les populations de Bonamois, Aquanor, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Un projet immobilier fait sortir le cours d'eau Bagna de son lit. La conséquence, ce sont les inondations lors des périodes des pluies. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Le cours d'eau Sembagna, un bras du fleuve Vouri. Tout autour, les habitants ne cessent de recevoir de l'eau dans leurs chambres à la moindre pluie. Le phénomène est très récent. Il est dû, à en croire les victimes, à des travaux de remblai effectués en amont du cours d'eau par un privé, lequel souhaite ériger un projet dans la mangrove. Les gens sont en train de remblayer là-bas, de couper la mangrove, ce qui fait que quand il y a la marée haute qui monte, tout notre camp est submergé. Ça met les gens mal à l'aise. Nous ne pouvons même plus être comme on était avant. Et ça, c'est du fait que personne ne s'intéresse à la situation de nous les villageois. Après 3 jours aujourd'hui, l'eau vient ici, là, ça nous trouve bien ici, dans la maison. L'eau est partout dans la maison. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Quand ça vient comme ça, on commence à puiser. Verser, puiser, verser. Le vœu des habitants de cette zone du village Bonamois Aquanor, c'est que les principes d'exploitation de ce type d'espace soient respectés par les tenanciers du projet. La nature, que les travaux qui se font là-bas puissent ne serait-ce que s'arrêter et qu'une étude d'impact environnemental soit au moins faite. Et cette étude d'impact environnemental va inclure une consultation publique, afin que les populations riveraines, les populations qui habitent le long de ce cours d'eau, qui sont là depuis des dizaines, depuis des centaines d'années, au moins soient consultées. Face à la furie des eaux, plusieurs habitants ont dû plier bagages, abandonnant leurs propriétés. Dépité, Bonamois espère un arbitrage des autorités de la ville de Douala avant le pire. Évoquons à présent la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Près de 4 tonnes de chanvre indien viennent d'être détruits au feu dans la ville de Fumban. Cet important stock s'y fait d'enfuir plusieurs saisies après une opération menée ces derniers mois par les forces de sécurité. Le reportage de Mama Soufone et de Jean-Paul Juniat. À première vue, le chargement de ce camion-ben a tout l'air normal. Mais détrompez-vous, c'est plutôt une cargaison de chanvre indien, saisie ces derniers mois dans l'arrondissement de Fumban. Il s'agit de saisies diverses. Parlant de la gendarmerie, je vais vous dire que nous avons produit environ 1,5 tonne. Mais il s'agit donc seulement des brigades dépendant du tribunal, relevant du tribunal de Fumban. Le stock est évalué à 3830 kg de stupéfiants. Le tout détruit ici, au feu ardent. Sous le regard vigilant des autorités policières et judiciaires de Fumban. Ce n'est pas la première fois. Il y a 6 mois, nous l'avions fait. On a incinéré ce qu'on avait saisi. À chaque fois qu'on a effectué des saisies, il faut incinérer. Parce qu'on ne va pas continuer à garder le cannabis dans les magasins. La consommation de ce chanvre indien prend de l'ampleur dans le Noun, nuisant de plus en plus à la santé des jeunes. Les autorités administratives appellent à la collaboration des populations pour éradiquer ce fléau dans le département. Nous sommes dans une zone de transit. Ce sont des saisies qui viennent aussi de quelques arrondissements frontaliers limitrophes au Noun. Depuis l'arrivée du chef d'escadron Diapa Iliassou à la tête de la compagnie de gendarmerie de Fumban, les trafiquants de drogue et autres stupéfiants ont perdu le sommeil face à l'effort conjugué des forces de sécurité et les comités de vigilance en action dans le département du Noun. Et dans le département de la Sanaga maritime, les populations de l'arrondissement de Mouanko sont aux abois. Et pour cause, le mauvais état de l'arse qui conduit à cette localité a considérablement plombé les activités agricoles et freiné le rythme de vie des populations. Le calvaire des habitants évoqué dans ce reportage que signe Eko Kalobey Flavien Valondongo.
Des usagers qui empruntent le chemin qui va à Mouanko, dans la Sanaga-Maritime, ont toute une histoire à raconter au sujet du mauvais état de la route. Avant, quand la route était bonne, on nous prenait le transport à 2000. Et maintenant, vu l'état de la route, le transport est à 3000, 3500. Donc les voitures n'arrivent même pas à entrer. La route est très mauvaise, très mauvaise. On ne parvient pas à travailler les voitures que quand les gens qui souffrent. Nous-mêmes, on endure beaucoup nos motos parce que nos motos sont en risque. Elles se gâtent. Des véhicules et des engins à 2 roues qui réussissent à braver les nids de poules et parfois des bourbiers qui jonchent le tronçon ne sont plus reconnaissables par des concessionnaires. Des activités sont au ralenti et d'autres par contre aux arrêts, obligeant des débrouillards à retourner au chômage. Présentement, il n'y a personne parce que nos patrons même, ils ont déjà déserté parce qu'ils savent que la route ne passe pas. Comme la route ne passe pas, ça veut dire que rien ne marche. Donc tous sont partis et nous sommes là comme ça, sans activité, on est toujours en attente. Vous voyez, même la population souffre. Pas parce qu'aujourd'hui ce cargo est passé avec des gens dans la voiture là. Vous voyez, même les barrières là, un peu de partout. Il faut négocier pour passer. Ce n'est pas ce qu'on attendait vraiment d'un grand arrondissement comme ça comme Mouanko. Rallier l'arrondissement de Mouanko dans le département de la Sanaga-Maritime est un véritable calvaire. L'autorité administrative aussi a souvent été victime des méfaits du mauvais état de la route. Toute chose qui enchante parfois des usagers. Et l'autre jour, le sous-préfet s'est embourbé sur la route-ci. C'était le jour-là que vous êtes venu, je devais être plus fier plus qu'aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se soucient pas des gens qui sont de ce côté-ci. La structure sanitaire du coin est statique. Pourtant, elle reçoit quand même des patients. Le personnel médical égrène le chapelet au quotidien afin que l'Éternel leur accorde les grâces pour éviter des cas graves. Au niveau du dispensaire Sebec de l'hôpital, si nous avons un cas urgent aujourd'hui, vu l'état de la route qui est tellement dégradé, nous ne saurons comment évacuer nos patients à l'échelon supérieur tel que Dizangué et Déa. Donc nous supplions le gouvernement de faire quelque chose. L'arrondissement de Mouanko connaît aussi des problèmes de routes secondaires. Difficile pour des piétons et des conducteurs moto de se mouvoir en toute quiétude. Regardez un peu notre centre-ville, avec les mardeaux partout. Il y a les grands mardeaux, là où on ne peut pas passer. Il y a les jours où on sort, on ne parvient pas à prendre certains côtés parce que la route est très mauvaise et les gens du côté souffrent. Le coût de la vie a augmenté à tous les niveaux à cause du mauvais état de la route qui conduit à Mouanko. Les commerçants et consommateurs pleurent. La vie est devenue plus chère, les coûts sont devenus plus chers, que ce soit le transport, déjà je commence par là, les bières, les boissons alcoolisées et même les denrées alimentaires. Tout a subi un surcroît du fait de cet état de route. On ne s'en sort plus. Par exemple, moi je vendais parfois ma morue sur même 10 000 par jour. Maintenant, je suis même incapable de vendre même 1000 francs. Parce qu'on dit toujours que là où la route passe, le développement suit. Donc, pardon, nous vous en supplions de vraiment nous aider. L'arrondissement de Mouanko dans la Sanaga-Maritime entend accueillir la célébration de la femme rurale. Le sous-préfet qui reconnaît les manquements des décideurs est dos au mur. La situation de notre seule route, la route qui mène vers Mouanko-Ville, venant de l'arrondissement, en passant par l'arrondissement de Dizangué, il y a tellement de points critiques qui bloquent le trafic. Il y a des véhicules qui passent les nuits, les passagers qui sont en difficulté, les marchandises qui n'arrivent pas à atteindre leur destination et l'économie de l'arrondissement est pratiquement à terre. Les habitants de Mouanko souhaitent voir améliorer leurs conditions de vie car, disent-ils, le calvaire n'a que trop duré. Situation quasi similaire dans les villages Biakoa et Soudi, dans le Bas-Mekim. En plus de la vétusté du réseau routier, l'accès des populations aux services sociaux de base est une autre paire de manches entre enclavement, sous-développement, qui se dispute d'ailleurs la vedette, dans ce qui a donc amené les forces vives du département à se réunir sous l'égide des chefs traditionnels afin de voir dans quelle mesure appuyer l'action des pouvoirs publics au profit des populations. Charles Melingui, Marcelin Gansop. Couché au centre de santé de Biakoa, ce jeune qui porte plusieurs blessures souffre dans sa chair. C'est l'une des 3 victimes d'un accident pas comme les autres, survenu sur le tronçon Bangassina-Biakoa.
Leur moto est entrée en contact avec un poteau électrique qui jonchait ce qui sert de route. Et le pire a été évité de justesse. C'est un fil électrique qui est tombé sur eux pendant qu'ils passaient. Et comme la moto c'est en fer, et ça s'est connecté avec le câble électrique. Et justement ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal pour les 3 passagers qui étaient à bord. Bien que la moto soit irrécupérable, cet incident n'est pas le premier qui se produit sur cet axe, dont l'état de dégradation se passe de tout commentaire. C'est le symbole même de l'enclavement inquiétant de l'arrondissement de Bangassina. Non, soyons sérieux. Voilà votre montement que vous avez pris. Quand vous montez sur la moto, vous arrivez à Bangassina, ça vous fait comment? Et quand vous arrivez après Biakwa pour aller comme ça vous fait comment? Les motomans souffrent. Voilà une route. Mais Dieu seul sait si octobre va nous trouver. Allons voir ce qu'on va faire ici. C'est chacun qui va porter la poids des bouts. Et dès que tu n'as pas, tu restes au village. Comme si cela ne suffisait pas de souffrir le martyre sur une route fortement dégradée, jonchée de nids de poules et de bourbiers. Il y a également que la qualité des travaux exécutés ici laisse complètement à désirer. L'endroit là, je vous donne ordre, personne ne va passer là. Il y a des preuves palpables. Ça dit, vous arrivez là, vous allez voir comment la buse est fendillée. Une buse qu'on monte avec le melon. Mais ça se fend en moins de quelques... Ça ne fait même pas un mois qu'ils ont monté ça. Un mois c'est trop. Autre de ces 2 semaines. Depuis quand une route qu'on veut creuser, on veut mettre la buse, on creuse avec les pioches. Le village Essougli-Pantui n'est pas mieux loti non plus, dépourvu qu'il ait des infrastructures sociales de base. C'est un village agricole, mais un village qui manque de tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de case de santé, il n'y a pas d'école. Pour que nos enfants fréquentent, il faut les évacuer plus loin et il faut louer des maisons. Une femme même enceinte, et pour accoucher ici, il faut l'évacuer loin dans des hôpitaux. Et quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Et quand il y a un cas d'urgence, il faut emprunter une moto. Et s'il n'y a pas de moto, c'est la mort qui va arriver. La bonne volonté des agents de santé communautaire se heurte à l'absence des moyens logistiques. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que nous manquons de moyens de locomotion chez nous à Essougli, puisque la route est très accidentée. Alors, si peut-être on peut venir en aide, nous pouvons peut-être un moyen de locomotion qui peut nous amener à transporter nos malades du village Essougli pour le district de santé de Ntui. C'est ça notre grand problème de chez nous. C'est dans ce contexte fait de défis que les chefs traditionnels du Mbamekim viennent de se réunir autour des élites et hautes forces vives du département. Il était question de voir comment chacun peut mettre la main à la pâte pour sortir les villages du département du sous-développement. L'État étant limité dans la satisfaction des besoins des populations. À chacun de réfléchir et de s'exprimer sur des problèmes qui minent notre département afin d'apporter une contribution positive à la construction d'un édifice que nous voulons solide et utile aux générations présentes et futures. Telle est la part attendue des forces vives que nous sommes et que vous êtes. Le préfet du Mbamekim s'est laissé séduire par ce réveil des forces vives de son département. Mieux vaut tard que jamais. Mais a-t-il martelé? Prendre conscience c'est bien, mais agir effectivement c'est mieux. Il sera important d'être non seulement dynamique, engagé et téméraire, mais surtout pratique, voire pragmatique. Il faudrait donc que vous puissiez vous dispenser de la rhétorique et du discours stérile et vide. Le temps est donc à l'action pour sortir le département du Mbamekim du sous-développement qui le caractérise. Les maçons seront jugés au pied du mur de leurs promesses et engagements. Et la vie tourne également au ralenti dans la ville de Melan, département du Mungo. Les activités des populations dans cette localité essentiellement agricole ont pris du plomb dans l'aile. Ceci en raison de la crise anglophone. Est-ce de tout le cœur que des solutions soient trouvées dans l'urgence pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Jacques Molong et de Sylvestre Zangaou. Les habitués de la nationale numéro 5 connaissent forcément le carrefour La Forêt à Melan, dans le département du Mungo. Ici, l'arrêt était obligatoire avant de poursuivre le long voyage. Les commerçants qui profitaient de ces arrêts faisaient de très bonnes affaires. Leurs clients étaient surtout ceux qui faisaient des courses pour aller dans la région du nord-ouest. Mais avec la crise anglophone, cette affluence ne reste plus qu'un souvenir. Le carrefour La Forêt, là où on vendait ici, on envoyait nos enfants à l'école avec l'argent qu'on cherchait ici. Depuis que Bamenda a les problèmes, nous on ne vend plus rien ici. On ne vend plus rien. On est en train de prier Dieu qu'il faut que le problème là finisse. Comme ça on reprend notre marché comme avant.
Parce que ici on vend surtout aux voitures qui partent à Bamenda comme c'est loin. Et quand eux ils ne passent plus, on ne vend plus rien. La marchandise est ainsi exposée durant des jours, voire des semaines sans être vendue. Les nostalgiques de la folle et belle ambiance du carrefour La Forêt espèrent un retour à la normale. Avant ce carrefour, si jeudi, vendredi, samedi, il n'y avait pas de passage. Puisque tous les clients venant des nord-ouest, des sud-ouest, de partout là, aujourd'hui qui ne passent pas, c'est pour ça que le carrefour est devenu désert. Cette crise économiquement a touché tout le monde et toutes les parties du pays. La crise anglophone et ses effets dévastateurs n'ont donc pas épargné le carrefour La Forêt et la ville de Melon dans son ensemble, déplorent les autorités municipales. La crise a impacté tout le Cameroun. Vous aviez des enfants, des familles qui dorment au sol, des familles qui, avant ma sortie de mon domicile, sont là pour demander 500 francs. Le carrefour La Forêt, tous les gens de Bamenda s'arrêtaient là-bas comme point focal. Maintenant, quand vous regardez, c'est un désert. Mais c'est tout le pays qui est affecté. Rien ne marche. Les habitants de Melon, comme les autres Camerounais, ont le regard tourné vers le palais des congrès de Yaoundé, où se déroule le grand dialogue national, espérant qu'il en sortira le calumet de la paix. Et dans le secteur forestier, l'exportation du bois au Cameroun est en proie à de nombreux maux, parmi lesquels la non-prise en charge d'une gestion durable. Et c'est donc pour prévenir tous ces manquements que la société civile est réunie à Douala pour un atelier. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Kediara. Il y a une vingtaine d'années encore, le bois camerounais avait pour principale destination les marchés européens. Aujourd'hui, avec l'accentuation du partenariat sino-camerounais, la tendance s'est inversée. En 2018, le Cameroun a pu exporter en termes de volume 1 700 000 mètres cubes de bois spécifiés sous forme de grumes, de débité et de sciage. Dans ce volume, les Chinois occupent à peu près 80-90%. Si ce volume d'exportation du bois camerounais peut avoir un impact positif sur l'économie du pays, il n'en demeure pas moins vrai qu'il ouvre également la porte à un certain nombre de pratiques dégradantes. Il s'agit effectivement de l'installation anarchique d'un certain nombre d'unités de transformation dans la ville de Douala particulièrement, mais il s'agit également de l'exploitation non durable des ressources qui sont parfois le fait des capitaux asiatiques. Il s'agit également de la difficulté à cerner les sources d'approvisionnement, les sources de financement de ces pays. Sur les sites d'exploitation, les populations riveraines pourtant gardiennes du bois en forêt ne profitent pas toujours des retombées directes de son exploitation. La plupart des décisions se prennent à Yaoundé. Et quand les exploitants arrivent sur le terrain, ils vous brandissent, à la communauté surtout, le document déjà signé par l'administration un peu plus haut. Les préoccupations de population au niveau de la base n'est pas bien comprise à ces moments. C'est fort de ce constat que la World Wide Fund, en abrégé WWF, l'une des plus grandes organisations indépendantes de conservation de la nature au monde, a tenu ce lundi à Douala un atelier de restitution des rapports des études sur la négoce du bois d'œuvre sous l'emprise des capitaux asiatiques au Cameroun et la cartographie des investissements sino-asiatiques dans le secteur forestier au Cameroun. Un atelier de travail auquel ont également pris part les exploitants de bois ainsi que les syndicats représentant les populations locales. Pour nous, dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières au Cameroun, nous estimons qu'il est important de commencer à travailler avec le marché, donc ceux qui acquièrent le bois, autant que nous travaillons aussi avec ceux qui exploitent localement. Il y a une barrière linguistique et il y a trop d'intermédiaires entre l'exploitation proprement dite et le marché final. Et nous voulons donc voir de plus près qui sont les intermédiaires, est-ce qu'il y a des problèmes qui persistent, est-ce qu'il y a des difficultés, et on va essayer de réduire et de discuter avec tous ces intermédiaires-là. Il est à rappeler que la barrière linguistique intervient notamment dans le cadre des échanges avec les Asiatiques. Cette étude, qui arrive à un moment où le pays s'apprête à signer un mémorandum d'entente avec les Asiatiques, pourrait aider les responsables du ministère des Forêts à mieux organiser la filière bois au Cameroun.
Et s'agissant de la violation des droits des peuples autochtones, le ministère de la Justice est sur le banc des accusés. Selon la société civile, les décisions rendues par les juges relativement aux problèmes fonciers de ces populations s'écartent très souvent de la réalité. Un atelier de formation des défenseurs des droits fonciers des peuples autochtones se tient depuis quelques jours du côté de Yaoundé. Le compte rendu de Joël Essengay à Cyril. Au moment où l'on parle de développement local au Cameroun, la question de la défense des droits des peuples autochtones se pose avec acuité, notamment dans le domaine du foncier. De plus en plus, on se rend compte que ce sont des gens qui sont victimes des exactions foncières et qui parfois ne savent d'autre chose à faire que le repli. C'est-à-dire qu'ils sont installés quelque part et puis des gens arrivent, les bousculent, saisissent leurs terres sur lesquelles ils faisaient de l'agriculture, où ils vivaient. Et puis ils n'ont d'autre solution que le repli, parce qu'ils n'ont pas accès à la justice. Donc nous avons pensé qu'il fallait travailler avec eux pour leur permettre de comprendre jusqu'où vont leurs droits. Sous la houlette du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, un atelier de formation des défenseurs des droits fonciers des peuples autochtones se tient à Yaoundé. Diverses administrations, à l'instar du ministère des Affaires sociales, du ministère de l'administration territoriale, et du ministère de la Justice qui interviennent dans la préservation des droits des peuples autochtones prennent part aux travaux. Renforcer les capacités des magistrats, c'est-à-dire collaborer avec le ministère de la Justice pour organiser un atelier de renforcement des capacités des magistrats pour qu'ils puissent se prononcer sur des problèmes qui concernent les peuples autochtones de façon juste. Parce qu'il y a souvent des clichés. Il y en a qui vont vous dire que les peuples autochtones sont réfractaires au développement, c'est des gens qui n'ont même jamais de carte d'identité, c'est des gens qui... Bon, il y a des mythes, il y a des clichés qu'on développe autour d'eux. Il faut donc faire que le magistrat qui va se prononcer soit un magistrat qui reçoit un certain nombre d'informations et qui est prêt à se prononcer avec équité. Il est question de renforcer les capacités des défenseurs des droits fonciers des peuples autochtones. Ils ont également un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a d'un côté la sécurisation de leurs droits, mais aussi la valorisation même de leurs pratiques coutumières qui permettent de faire face aux changements climatiques. Jusqu'ici, dans la valorisation, nous ne voyons que le droit de hache pour couper des arbres et autres. Non, nous voulons qu'on puisse aussi comprendre que les pygmées, les bororo et autres, généralement par leur mode de vie même déjà, nous conservent l'environnement. L'atelier de Yaoundé au Cameroun rentre en droite ligne d'un projet de 3 ans qui intègre d'autres pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo, du Kenya et de l'Ouganda. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision.